Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info, un JT que nous débuterons ce soir en Grèce, rejoindre le délégué interministériel à l'attractivité. Frédéric Ginta vient de mener pour la première fois une mission à Athènes. Pourquoi ce choix? En quoi est-ce une place stratégique? Vous en saurez plus dans ce JT. Il a été inauguré le 22 février 2019 avec ses lignes fluides et aériennes. Le One Monte Carlo fête cette année ses 5 ans. Coup de projecteur ce soir sur ce quartier situé à l'épicentre de Monaco. Puis nous avons voulu en savoir plus ce soir sur le quotient intellectuel. Comment le mesure-t-on? Quelle valeur a-t-il? Et peut-il influencer nos choix? Philippe Guyou nous apportera des éléments de réponse. Et c'est assurément l'une des activités phares de l'été. La plongée sous-marine séduit petits et grands. Pour la pratiquer en toute sécurité, des initiations sont proposées pendant les vacances scolaires. Un reportage à découvrir à la fin de cette édition. Fluidifier la circulation à l'entrée de la Principauté, tel est l'objectif du parking des Salines qui a ouvert ses portes le 15 avril dernier. Avec ses 15 étages, il propose 1800 places de stationnement et offre aux piétons un accès rapide au centre-ville. Depuis aujourd'hui, la passerelle Wuntenberg facilite le cheminement piétonnier jusqu'à Fontvieille. Marc Pézeron vous en dit plus, il est au micro de Fabien Bonilla. La passerelle Wurtemberg, qui est une passerelle métallique de 65 mètres de long et d'à peu près 2 mètres de large, est une passerelle qui a une vocation à poursuivre le cheminement piéton depuis le quartier du Jardin Exotique et le parking des Salines jusqu'au quartier de Fontvieille. Donc en fait, vous pouvez au premier arrêt rejoindre le niveau de la place Wurtemberg, les destinations de Cap d'Aille ou de la promenade Honoré II, de la rue intermédiaire qui dessert des fonctionnalités du futur collège Charles III ou de l'avenue de Fontvieille et enfin des futurs niveaux de parking. Du parking Wurtemberg qui se situe en infrastructure de l'île aux Pasteurs. Après Bahreïn et Londres, la cellule attractivité du gouvernement princier vient de mener une mission en Grèce, un pays qui possède de nombreux points communs avec la principauté. Pour en savoir plus, Frédéric Ginta, délégué interministériel à l'attractivité, est avec nous en duplex depuis Athènes. Bonsoir Frédéric Ginta. Bonsoir. Pourquoi avoir choisi la Grèce pour cette nouvelle opération séduction? Pour plusieurs raisons. Si on enlève les liens historiques, le fait que le mot Monaco dérive de Monaikos, le fait qu'ils soient méditerranéen, les Grecs sont la 11e communauté en principauté. Nous avons une économie qui est assez proche, finalement, basée sur le maritime, basée sur la finance, basée sur l'immobilier. Nous avons des résidents qui sont très influents, qui nous ont ouvert beaucoup de portes. Et donc, nous savions que nous pourrions, en Grèce, passer les messages à la principauté, trouver des investisseurs, des entrepreneurs, des entreprises et développer des partenariats économiques avec des entreprises, des personnalités grecques, à la fois pour investir à Monaco et en Grèce. Et en quoi est-ce une place stratégique? Du coup, quels sont ses atouts? Ces atouts sont divers, mais effectivement, tout ce qui est lié au port, au yachting, qui sont quand même des clusters très forts en principauté, la Grèce est une place extrêmement développée. C'est pour ça que nous sommes venus avec Aleko Kessoglou, patron de la société d'exploitation des ports de Monaco. Nous sommes venus avec le MEB, mais il y a également une vraie composante financière, une vraie composante d'investissement. C'est pour ça que nous sommes venus avec l'AMAF aussi, qui a pu discuter d'opportunités d'investissement, qui a pu parler de la place bancaire. Et enfin, il existe des futurs résidents, des entrepreneurs de grands talents en Grèce, d'où la venue du MPL. Vous l'avez dit, Frédéric Ginta, une communauté résidente grecque importante en principauté. Elle aime aussi venir passer quelques jours ici à Monaco. Absolument, absolument. D'où la présence, effectivement, avec nous de la Société des Bains de Mer, qui effectivement a pu discuter des enjeux touristiques avec des acteurs du tourisme grec, mais aussi, quelque part, plus que la communauté grecque, des partenariats internationaux que nous faisons. L'année dernière, à Davos, nous étions présents à la Greek House, qui avait eu la chance de recevoir le prince souverain. Donc, tous ces sujets internationaux communs qu'on a avec la Grèce et la communauté grecque, quelque part, sont des choses que Monaco souhaite développer avec des partenaires latins et méditerranéens, comme est la Grèce. C'était la première fois pour la cellule attractivité, cette mission en Grèce? C'était absolument la première fois et je pense qu'il y a un potentiel énorme. On a eu la chance hier de pouvoir parler à différents organes de presse grecs pour expliquer ce qu'était Monaco et les avantages de la principauté. On a pu rencontrer
lors d'un événement à peu près 80 prescripteurs, donc avocats, fiscalistes, je dirais influenceurs d'entrepreneurs, d'entreprises. Et on a pu hier soir au dîner, quelque part, rencontrer des potentiels résidents et investisseurs intéressés, avec certains de nos résidents venus de Monaco pour expliquer pourquoi les résidents grecs ont toute leur place en principauté. Frédéric Ginta, est-ce que le fait que Monaco ait été placé sur liste grise a impacté, selon vous, l'attractivité du pays? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Aujourd'hui, que la valeur de Monaco reste réelle pour ces gens-là. Un pays qui, sur 2,5 km², rassemble tout ce qu'il y a de plus, je dirais, exceptionnel dans une grande ville, que ce soit les ballets, les infrastructures, le sport, avec un haut niveau de sécurité, reste en Europe une proposition de valeur quasiment imbattable. Sur les sujets financiers, effectivement, il peut y avoir des questions, mais je pense que l'engagement de la principauté, répété par le gouvernement, de prendre toutes les mesures pour en sortir rapidement, est en mesure de rassurer les investisseurs. Oui, et puis l'attractivité de la principauté a été boostée ces dernières semaines avec les événements qui ont eu lieu, comme le passage de la flamme olympique. On peut citer aussi la victoire de Charles Leclerc au Grand Prix de Monaco, ou prochainement la dernière étape du Tour de France. Mais absolument, les Grecs sont fans de sport. Nous avons la chance d'avoir un tennisman grec reconnu en principauté. Ils nous ont parlé évidemment de la flamme olympique, de la fierté qu'ils avaient que la flamme se passait par Monaco. Évidemment, le Tour de France, la victoire de Charles, mais plus que ça, je dirais que Monaco rayonne. J'ai eu la chance hier soir de rencontrer, par exemple, l'envoyé du Premier ministre, celui des océans. On a pu échanger sur tout ce que faisait la principauté pour le Space Ocean Forum, qui s'est tenu la semaine dernière, toutes les avancées technologiques que la principauté mettait au service du développement durable, tous les sujets numériques et spatiaux pour ça. Et quelque part, Monaco rayonne aussi de par ses engagements, de par son image. Donc ça va plus loin que le sport. Monaco est vu comme un pays moderne, comme un pays agréable, comme un pays où on peut investir et développer des choses. Et enfin, une communauté grecque de plus de 500 personnes qui est présente et qui, quelque part, sont nos meilleurs ambassadeurs. La 11e communauté en principauté, comme vous l'avez précisé lors de cet entretien. Merci beaucoup, Frédéric Ginta, d'avoir été avec nous depuis Athènes. Merci. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, nous vous le présentions hier dans notre édition l'Abysse Monte-Carlo porté par le chef étoilé Yannick Aleno et le chef Yasunari Okazaki a été inauguré par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Le nouvel établissement gastronomique situé à l'hôtel Hermitage propose un délicieux mélange entre tradition japonaise et modernité de la cuisine française. Un sanctuaire intimiste où l'art du sushi est respecté et sublimé par les saveurs méditerranéennes. Il avait rythmé les soirées monégasques l'été dernier. Le billionnaire at Sporting Monte-Carlo est de retour dans la salle des étoiles. 25 dîners spectacles seront proposés à partir du 22 juillet. Un concept créé par Flavio Briatore en partenariat avec la Société des Bains de Mer. Écoutons justement Stéphane Valéry, président délégué de la SBM, et Flavio Briatore. C'est un peu le même objectif que l'an passé qui avait été atteint et réussi, c'est d'offrir au public de la Principauté, mais aussi au public international présent en haute saison, juillet-août, sur la Côte d'Azur, sur la Ligurie italienne, proposer des spectacles exceptionnels, du divertissement, l'entertainment à la mode Monte-Carlo qui fait rêver le monde entier. Donc la SBM, avec une douzaine de stars internationales, contribue à cela, dans cette mythique salle des étoiles où on se trouve ce matin. Mais je souhaitais ouvrir davantage cette salle et proposer quasiment un spectacle tous les soirs pendant l'été. D'où l'idée l'année dernière donc, de nous associer en partenariat avec le billionnaire. Donc du coup nous aurons effectivement quasiment tous les soirs un spectacle l'été à la Salle des Étoiles. Puis il y a plus d'une vingtaine de dates prises pour ce rendez-vous, donc qui est un spectacle formidable de cabaret très varié, mais aussi une très belle expérience culinaire. Le billionnaire, on va améliorer beaucoup, on a plus d'artistes, on a plus de shows, on a plus de special acts. On va changer aussi toute la partie restauration avec Batuan. Vraiment, on a mis tout notre effort, toute notre expérience pour faire amuser les gens ici à Monaco. Parce que c'est important que Monaco, les gens y restent. Il a différentes adresses. Maintenant, toutes les adresses sont très bien. Et le billionnaire va être une de ces adresses très bien. Et ces soirées billionnaires se mêleront à la programmation du Monte Carlo Summer Festival. Hier, Sam Smith était sur la scène de la Salle des Étoiles pour y interpréter ses plus grands tubes. Une première pour l'artiste britannique qui a envoûté le public monégasque avec sa voix soul.
Et notez le prochain concert mardi prochain de Diana Krall à la Salle Garnier, toujours dans le cadre du Monte Carlo Summer Festival. Et à quelques pas de l'opéra se trouve un quartier lové entre l'hôtel Hermitage et la place du Casino. Il s'agit du Carré d'Or, où le One Monte Carlo célèbre cette année ses 5 ans. Déployé en lieu et place du Sporting d'hiver, ce quartier ultra moderne s'étend sur 60 000 mètres carrés et est devenu un lieu de vie majeur en principauté. C'est notre Focus Info du jour. Il est signé Sarah Incari, Olivier Bonello et Clélia Renaud. 6 immeubles résidentiels haut de gamme, un immeuble de bureaux, 24 boutiques de luxe, un restaurant, un centre de conférences et une galerie d'art. C'est le résumé en chiffres du One Monte Carlo inauguré par la Société des Bains de Mer en 2019 en présence du couple princier. Un nouveau chapitre dans l'histoire de la SBM s'ouvrait alors. Aujourd'hui, 5 ans après, le directeur de ce complexe luxueux affiche un sourire rempli de satisfaction. Le domaine résidentiel a certainement un grand succès puisque tous les appartements sont occupés aujourd'hui. Je ne parle pas des boutiques, des shoppings, puisque toutes les boutiques ont des beaux commerciaux et je crois qu'il y a encore une liste d'attente malgré les autres développements du groupe. Sur le plan plus événementiel, nous avons la chance d'avoir un espace qui est très modulable, qui est très adaptable, qui peut être privatisable, c'est-à-dire on a beaucoup de manifestations qui souhaitent privatiser l'ensemble des salles. Nous avons plusieurs salles, nous avons au total 6 salles, donc une salle des arts qui était la reproduction de la salle des arts historique du Sporting d'hiver, qui a été une des conditions d'acceptation de ce projet. Et ensuite nous avons un amphithéâtre, 3 salles de sous-commission, et tout ça peut soit être loué de manière indépendante, séparé, soit être privatisé. En toute intimité, la maison Chanel a par exemple privatisé les lieux il y a quelques semaines pour présenter sa nouvelle collection de haute joaillerie. La scénographie était spectaculaire. C'est une manifestation qui a duré 1 mois complet, avec 12 jours de montage, 24 heures sur 24, 100 personnes, c'était une vraie chorégraphie. C'était très professionnel et pour nous c'était une expérience unique parce que ça a été elle restera dans l'histoire je pense du centre définitivement. Si le One Monte Carlo était également à l'époque un tout nouveau quartier dédié à la mode avec la cohabitation en un même lieu de 4 des plus prestigieuses maisons de luxe, Cartier, Louis Vuitton, Chanel et Fendi, c'était aussi un nouveau quartier résidentiel attendu avec la création de 37 appartements de 60 à 800 mètres carrés. Il y a donc 6 immeubles d'appartements et au sommet de chacun de ces 6 immeubles, il y a un triplex avec une piscine privative. On a décidé de faire plutôt des grands appartements parce que ça correspondait à notre clientèle, une clientèle de famille qui recherchait des appartements pour vivre à l'année à Monaco. Au-delà de jouir d'un appartement haut de gamme avec dressing, belle hauteur sous plafond et matériaux nobles, ce sont surtout les services mis à la disposition des locataires qui revêtent un caractère exceptionnel. Les résidents ont évidemment un service digne d'un palace. Et ça, c'est aussi notre marque de fabrique dans la Société des Bains de Mer. Donc on leur propose conciergerie et service voiturier 24 heures sur 24. Également, on propose un service de room service, puisqu'on a nos restaurants qui sont juste à côté du One Monte Carlo et même dans le One Monte Carlo. Et donc, ils peuvent commander la restauration à domicile et évidemment aussi service blanchisserie. On a notre propre équipe pour faire le ménage dans les appartements. Donc, de quoi répondre à toutes leurs attentes. Pour les petits creux, un restaurant ne pouvait manquer à cet espace. Alors, les équipes de la SBM ont fait appel au talent du chef doublement étoilé Marcel Ravin pour élaborer la carte de cette nouvelle adresse qu'elles ont choisi de baptiser Madawan. Explication. C'est en lien avec notre chef, Marcel, et son île de cœur et de naissance, la Martinique. Et donc, là-bas, on dit la Martinique, on dit Madinina, entre autres. Et Mada, en fait, c'est une abréviation. Donc du coup, c'est un petit coup de cœur Madawan pour l'île de Martinique. Et vu que nous sommes dans un quartier où il y a beaucoup de shopping, c'est aussi un petit clin d'œil pour la jeune féminine parce que Mada, c'est le diminutif de Madame. Donc du coup, d'une pierre deux coups, ça a été fait comme ça. L'établissement régale environ 500 clients par jour en période estivale, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner ou encore pour une douceur l'après-midi. Il va y avoir à la fois des classiques, mais retouchés par notre chef Marcel Ravin.
accompagné de son fidèle complice Bertrand Duby. Et donc ils vont faire des petites touches de saveur. Par exemple sur une salade César, ça va s'appeler salade Césaire, en hommage à un artiste martiniquais. Et il y aura des petites touches avec du curry, il va y avoir des petites choses qui vont faire que du curcuma, que vous allez voyager et que ça va un petit peu casser les habitudes des best-of qu'on peut trouver ailleurs. Ici, le fait maison est privilégié et les prix sont accessibles. Bref, ce restaurant engagé a tout pour lui et séduit depuis son ouverture les ultra-locaux comme les touristes. On est à 2 pas du cœur de Monte-Carlo, de la place du Casino. On a un endroit, on va dire classe décontracté, avec un couvert moyen qui est abordable, autour des 35 € le midi. Et ça permet d'avoir un panel de clientèle assez large. Et c'est ça qui est bien aussi ici, c'est qu'en fait, ici, tout le monde se sent à l'aise. Que vous soyez monégasque, résident, travailleur, en vacances, vous êtes tous les bienvenus. Voilà la définition de la snackonomie, concept de restauration créé de toutes pièces par le chef Marcel Ravin et qui allie le savoir-faire gastronomique à la simplicité d'un lieu. Une formule gagnante que le guide Goemio a récompensée en attribuant une toque, une belle surprise pour toutes les équipes. Ce soir, nous avons voulu en savoir plus sur le quotient intellectuel, voire au-delà de cette simple mesure abstraite de l'intelligence. À quoi correspond-il? Quelles sont ses limites? Et peut-il influencer nos choix? Pour répondre à ces questions, nous avons contacté Philippe Guyou, auteur du livre QI des causes aux conséquences de la génétique au capitalisme cognitif. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir pour explorer ensemble le domaine de l'intelligence sur lequel vous avez écrit plusieurs ouvrages. Comment définir tout d'abord le quotient intellectuel? Le quotient intellectuel, c'est la quantification de ce qu'on appelle l'intelligence générale. L'intelligence générale, en gros, c'est la partie commune à toutes les formes d'intelligence, toutes les intelligences qu'on a, toutes nos capacités cognitives. Le meilleur moyen de le faire, c'est d'utiliser l'analogie de la force physique. Si vous mesurez la force physique du bras droit et du bras gauche chez un grand nombre de personnes, vous allez trouver que les personnes plus fortes au bras droit sont aussi plus fortes au bras gauche. C'est lié à l'âge, au sexe, à l'état de santé, à plein de raisons. Mais vous pouvez dire qu'il y a une force générale et ensuite une force spécifique au bras droit et au bras gauche. C'est-à-dire un facteur général. Le QI, c'est globalement la même chose. Il va chercher à mesurer quelle est l'intelligence générale, quelle est la partie commune à toutes les formes d'intelligence. Est-ce qu'il a une valeur, ce quotient intellectuel? Oui, le quotient intellectuel a une valeur en soi. C'est-à-dire que même si on ne savait pas à quoi il correspondait, c'est-à-dire qu'on avait juste le chiffre, juste la valeur, il serait extrêmement important de l'utiliser dans toutes les études. Pourquoi? Parce que c'est le facteur qu'on connaît qui est le plus corrélé avec de nombreux critères sociaux et individuels. Par exemple, le QI est le critère le plus corrélé avec la richesse d'une nation, encore plus que le degré de liberté économique, ce qui surprend, mais ça montre son importance. Et pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face à ce quotient intellectuel? Pourquoi? Pourquoi on n'est pas tous égaux en taille? Pourquoi on n'est pas tous égaux sur quasiment tous les critères? Parce que la variation a été sélectionnée au cours de l'évolution. Il faut de la variation pour qu'il puisse y avoir sélection, etc. Ensuite, le QI est plus ou moins important pour la survie en fonction de l'environnement. C'est comme toujours, un critère est bon pour le fitness, c'est-à-dire les chances de transmettre ses gènes, en fonction de l'environnement seulement. Si vous êtes, par exemple, protégé génétiquement d'une maladie, ça ne sert à rien si c'est notre maladie qui est là. Il peut évoluer avec l'âge? Non. Alors, le QI faut bien distinguer le QI lui-même de ce que l'on en fait. C'est-à-dire l'intelligence en tant que force et l'intelligence en tant que résultat. Le QI est calculé pour ne pas évoluer avec l'âge, c'est-à-dire qu'on utilise des méthodes statistiques pour que ça corresponde aux personnes du même âge. Il faut bien voir que le QI n'est pas une mesure comme on mesure le poids de quelque chose ou la taille. Vous pouvez prendre 2 personnes de 70 kg et obtenir 140 kg si vous les additionnez. Vous ne pouvez pas prendre 2 personnes à QI de 70 et les additionner et avoir un QI de 140. Ça ne veut strictement rien dire. C'est donc une quantification. Le QI peut être soit en âge mental chez les enfants, par exemple un enfant de 10 ans qui a le résultat moyen d'un enfant de 15 ans et dit avoir un QI de 150, mais à partir de 16 ans, ça ne veut plus rien dire. Donc après, c'est simplement reproduit sur une courbe en cloche, c'est-à-dire la loi normale, on l'appelle aussi la gaussienne, combien de personnes sont à ce niveau-là.
C'est-à-dire, si on vous dit vous avez un QI de 100, vous avez le QI moyen de la population standard anglaise. Philippe Gouillou, on pourrait penser que c'est le cas, mais est-ce qu'avoir un QI élevé est un avantage ? Au global, oui. Au global, il y a beaucoup, et on me l'avait reproché par rapport à un site, parce que justement, il était sur les enfants surdoués qui posent des problèmes, donc on m'avait reproché de donner une mauvaise image du QI. Le QI plus est toujours mieux. Sauf un point, c'est la distance avec l'entourage. C'est-à-dire, si vous prenez quelqu'un qui a un QI de 150, 160 et le vous mettez dans un environnement à QI moyen de 100, il risque de souffrir de la solitude. Et ça va jusqu'à, on se rend compte que les taux de suicide sont plus élevés chez les plus hauts QI. Mais en nombre de personnes, ça représente très très peu de personnes. Donc sur le grand nombre, c'est évidemment positif. Il vaut mieux avoir un QI plus élevé. Est-ce que le quotient intellectuel peut avoir un impact sur notre vie, sur nos choix ? Est-ce qu'il peut influencer nos décisions ? Plus le QI est élevé, plus la personne va montrer de la variation. C'est-à-dire plus elle aura de choix et plus ça montrera des différences de personnalité. Donc ça lui ouvre des portes, mais plus le QI est élevé, moins on peut prédire ce que va faire la personne. Mais autrement, si vous avez un QI très élevé, vous pouvez vous lancer dans tout, y compris l'astrophysique, si ça vous intéresse. Vous voyez actuellement, c'était Laurent Alexandre qui avait remarqué ça, tous les milliardaires de la nouvelle économie américaine sont des THQI, c'est-à-dire ils ont plus de 145, une personne sur 1000. Ce n'était pas le cas avant. Donc actuellement, avoir un plus haut QI est encore plus un avantage. Eh bien, merci beaucoup Philippe Gouillou d'avoir été notre invité ce soir pour en savoir plus sur le quotient intellectuel. Merci. Merci. Coup de projecteur à présent sur la Monaco Auction Week. Depuis le week-end dernier, Arcurial a repris ses quartiers d'été à l'hôtel Hermitage pour plusieurs ventes aux enchères de pièces de haute joaillerie, d'horlogerie ou encore de maroquinerie. De nombreux lots ont trouvé preneur sous le marteau du commissaire-priseur. Exemple ce soir avec la vente consacrée au sac à main de grands créateurs. Reportage signé Cassandra San Carlos et Alexandra Marangoni. J'adjuge à 12 500. Adjugé. Birkin, Kelly, Lady Dior, peut-être que ces noms ne vous disent rien, mais pour les adeptes de sac à main, cette vente aux enchères est le paradis. En tout, ce sont 74 pièces qui ont été présentées, allant de Hermès à Chanel, en passant par Dior et Louis Vuitton, le choix est large et varié. La haute couture, c'est l'idée de la pièce élégante, de la pièce prestigieuse, qui fait rêver beaucoup de gens. Et c'est vrai que d'avoir tous ces éléments réunis, toutes ces pièces réunies en une seule fois, ça marque. Et les gens nous disent souvent, on arrive ici, c'est incroyable, il y a tous les plus grands sacs à main, les grands classiques qu'on voit. Et de pouvoir les essayer, de pouvoir les regarder, les toucher, c'est vrai que c'est quelque chose qui émerveille beaucoup les visiteurs. Pour que la vente soit un succès, il faut miser sur des pièces originales et inattendues. Un sac a particulièrement retenu l'attention, un Birkin Himalaya 30 fabriqué en peau de crocodile du Nil, adjugé au prix de 66 000 €. Alors, ce que recherchent nos collectionneurs, nos acheteurs ou nos acheteuses, c'est surtout d'être surpris par ce qu'on peut leur proposer dans ces ventes-là. Il y a chez Arcurial et dans cette vente notamment, il y a des pièces qu'on peut trouver uniquement dans une vente aux enchères. Et c'est ça que les enchérisseurs, les acheteurs aiment quand ils viennent enchérir chez nous. C'est peut-être certaines éditions limitées, donc qui sont très compliquées ou difficiles à avoir et qu'on a la possibilité ici d'acheter. Après, il y a des tendances, quelquefois de couleurs, qui fait que certains enchérisseurs se mettent plus sur telle ou telle pièce. Quelques sacs sont toujours disponibles à l'achat. Arcurial organise des after-sales jusqu'à demain, jeudi 11 juillet, où vous pourrez vous procurer les dernières pièces restantes. C'est une activité idéale en cette période estivale, la plongée sous-marine à ses adeptes. Pour la première fois cette année, la mairie et le club d'exploration sous-marine de Monaco proposent des baptêmes de plongée au stade nautique Régnier 3. Plus de détails avec Christine Datomel et Lionel Bernardi. Un baptême de plongée avec bouteille dans les profondeurs de la piscine du port. C'est ce que monteur et formateur du club de plongée d'exploration sous-marine de Monaco proposait aujourd'hui aux enfants et aux adultes au stade nautique Régnier 3. Une expérience unique pour goûter aux joies du monde sous-marin dans une piscine certes, mais dans de l'eau de mer. Il m'a mis le petit gilet, c'était cool. Et après, on est allé en dessous de 2 mètres dans l'eau.
sur 2 mètres. Et après, on a fait coucou, on a fait coucou à un plongeur et tout. Et c'était rigolo. Et après, voilà. J'ai vu l'annonce sur les réseaux et en fait, j'ai trouvé ça super. Je trouve que c'est énorme qu'on puisse profiter de ce genre d'activité en principauté pour nos enfants. Donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit il faut qu'ils fassent. Donc voilà. Un baptême, ça dure entre 10 et 15 minutes. C'est-à-dire en gros un aller-retour jusque-là. Et la profondeur, ils vont l'adapter en fonction de la personne qui fait le baptême. C'est-à-dire que les enfants, bien entendu, on ne peut pas descendre très bas. Les gens qui se sentent bien, on pourra aller peut-être jusqu'au fond de la piscine. Et pour les gens qui se sentent un peu moins bien, on reste à mi-hauteur. Mais ce sera vraiment adapté. Et pour un baptême, avec la journée qu'on a ici et ce beau stade nautique, il n'y a pas mieux. Une activité originale et gratuite qui a donc séduit les petits comme les grands. 2 autres sessions seront proposées cet été, à noter le 9 août et le 4 septembre. Et cette fois, l'activité sera ouverte à tous, puisque les personnes à mobilité réduite seront également conviées pour tester, si elles le souhaitent, une expérience unique en son genre. Et félicitations à la diplômée. Place à présent à vos prévisions météo pour la journée de jeudi. Et je crois qu'elles seront encore idéales, Théo Schumer. Exactement, Émilie. Et je vais vous dire, les conditions seront encore meilleures qu'aujourd'hui parce que le soleil restera de la partie, mais vous verrez qu'il fera un peu moins chaud, donc ce sera plus agréable. Le ciel restera bien bleu dès votre réveil et toute l'après-midi. En soirée, toutefois, quelques nuages feront leur retour. Ça annonce que la journée de vendredi sera un peu plus nuageuse, mais ça, on en reparlera demain. Côté température, vous aurez 23 degrés en matinée et l'après-midi, comme je vous l'ai dit, on redescendra autour de 28 degrés à l'ombre. C'est 4 degrés de moins qu'aujourd'hui, mais le ressenti sera toujours aussi élevé, tout comme l'indice UV qui lui aussi est très fort en ce moment. Demain, il atteindra 10, donc n'oubliez pas la crème solaire et de vous mettre à l'ombre si vous comptez sortir aux grandes heures de la journée. Pour ceux qui prévoient de profiter de la plage, vous noterez aussi que la Méditerranée affichera 25 degrés au thermomètre. Demain, ce sera la Saint-Benoît. N'oubliez pas de leur souhaiter une bonne fête. Merci Théo pour toutes ces précisions. Ce journal est à présent terminé, mais l'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali qui s'est rendu sur la terre battue du Monte Carlo Country Club où se déroule actuellement le 30e tournoi des jeunes. Nous y reviendrons d'ailleurs dans notre édition de demain. À demain donc, 19h pour votre JT. Belle soirée à tous.